deux historiens, un historien, Hélène Becquet. Alors Hélène Becquet, je vais citer deux de ses ouvrages. L'ouvrage qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, donc Marie-Thérèse Charlotte de France, une biographie sur la duchesse d'Angoulême, et plus récemment donc Louis XVII, et puis François d'Augustin, que nous avons déjà reçu également, pour Louis XIX, le roi niais, et plus récemment, en 2020, une biographie d'Élie Decazes, donc le favori du roi Louis XVIII. Donc, sans plus tarder, je leur passe la parole pour une conférence donc, qui s'inscrit dans notre exposition temporaire, Le seul homme de la famille, la duchesse et le duc d'Angoulême, qui, je vous le rappelle, est visible jusqu'au 17 septembre. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne conférence. Donc merci beaucoup Thomas pour cette introduction. Donc, je remercie Émeric Péniguet de Stutz pour son invitation, ainsi que Mathieu Metsch qui n'a pas pu être présent non plus. Merci beaucoup à Thomas et à toute l'équipe de la Chapelle Expiatoire pour l'organisation. Donc je suis très heureuse de faire cette conférence à deux voix sur le duc et la duchesse d'Angoulême pour illustrer compléter en fait le propos de l'exposition. Alors donc, moi j'ai voulu prendre les choses un petit peu en amont donc, du mariage, enfin, plutôt comment en est-on arrivé au mariage. C'est comme ça que nous sommes répartis les tâches. Et donc revenir sur Marie-Thérèse de France comme princesse à marier, c'est-à-dire reposer un petit peu les cadres de cette histoire qui finalement a fini un peu comme une histoire d'amour, voilà, mais qui n'a pas forcément commencé totalement de cette manière. Alors, si on reprend depuis le début, Marie-Thérèse est née fille de France, ce qui veut dire que, donc ça se traduit dans sa titulature, elle est Madame, fille du roi, parfois Madame Première, plus tard même Madame Thérèse, Madame Royale. Mais ça veut dire, une première chose, c'est que dans la monarchie française, elle ne peut pas hériter de la couronne, puisque, en vertu de la loi salique, donc elle ne peut pas hériter de son père. Elle ne pourra jamais être reine, en principe, de plein droit, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a aucun rôle à jouer. Donc elle a bien un statut officiel, celui de fille de France, et comme le rappellent à satiété tous les turiféraires de la monarchie au moment de sa naissance, le premier rôle des filles de France, c'est d'abord de se marier à l'étranger. Mais on ne se marie pas dans n'importe quelle condition. Les princesses françaises, à l'époque moderne, et même encore au XIXe siècle, doivent se plier à un certain nombre de règles, alors qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas absolues, mais il y a des traditions dans les mariages princiers. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, avant de voir comment finalement elle va devenir duchesse d'Angoulême, mais c'est au terme d'un parcours finalement bien documenté. Alors, tout d'abord, comment marie-t-on une fille de France? On comprend les choses un petit peu en amont. Alors, il y a un ensemble de règles auxquelles obéissait mariage à l'époque moderne. Donc, tout d'abord, la princesse, une fille de France, épouse un prince d'une maison souveraine. C'est-à-dire qu'une fille de France n'épouse pas un sujet de son père, même s'il est un prince du sang, en principe. Donc, on en a l'exemple avant Marie-Thérèse, avec Madame Henriette, la fille de Louis XV, qui avait manifestement noué une idylle avec son cousin, le duc d'Orléans. Et Louis XV y a coupé court, parce qu'une telle alliance aurait favorisé, au moins sur le plan symbolique, la branche d'Orléans sur les autres branches de la famille royale, et ça, le roi ne le souhaitait pas. D'une certaine façon, on marie les princesses à l'étranger pour que la famille royale reste au-dessus de l'ensemble des autres familles du royaume, y compris celle des princes du sang. Ensuite, il faut qu'une fille de France se marie à un prince catholique. Ça, c'est une règle absolue. La dernière à avoir épousé un prince protestant, c'était Madame Henriette, la fille d'Henri IV, donc on remonte au début du XVIIe siècle. Mais c'était à une époque où Henri IV lui-même avait été protestant. On espérait qu'elle a épousé Charles Ier Stuart. On espérait que les Stuarts se convertissent au catholicisme. Donc, c'était autre chose. À la fin du XVIIIe siècle, il n'en est absolument plus question.
Donc, ce qui veut dire qu'au total, quand vous êtes une princesse française, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas un choix extraordinaire de prétendants, tout de même. Pour la fin du XVIIIe siècle, en gros, elles peuvent épouser un prince de la maison d'Autriche-Lorraine, elles peuvent épouser d'autres princes de la maison de Bourbon, donc leurs cousins à un degré plus ou moins éloigné, des princes de la maison de Savoie, à la limite la maison de Saxe, mais la maison de Saxe, tout le monde n'est pas catholique, selon les branches de la maison de Saxe. Alors cette situation explique en grande partie, ah oui, les Portugais, on peut aussi oublier la maison de Provence. Voilà. Mais donc, et en fait cette limitation explique que parmi les filles, donc Louis XV, il y a tout de même 6 filles qui sont arrivées à l'âge du mariage, et il n'en a marié qu'une seule, l'aînée Élisabeth, qui va épouser le prince de Parme, donc le futur duc de Parme, donc un cousin, un Bourbon. Et en fait, les autres ne se marieront jamais. Et alors, parce qu'on n'a pas trouvé de prince digne de leur attention, leur rang était suffisamment élevé, et puis il semblerait aussi que mesdames, globalement, l'âge venant, se soient trouvées plutôt contentes de leur sort et pas non plus particulièrement exigées à corps et à cri de se marier à l'étranger. Il y a aussi, si vous voulez, dans cette famille royale de la fin du XVIIIe siècle, des liens familiaux qui se renforcent. La vie de la famille royale est de plus en plus intime, et donc ça peut aussi créer des réticences à envoyer les princesses à l'étranger. Là encore, si on prend donc la seule fille de Louis XV qui se soit mariée à l'infant de Parme, cette princesse, dès qu'elle pouvait, elle retournait à Versailles pour voir le reste de sa famille. Donc, voilà, les choses changent. Néanmoins, avant la naissance de Marie-Thérèse, il y a eu encore un mariage qui a été dans la tradition monarchique la plus pure, qui est celui de sa tante, Marie-Clotilde, Madame Clotilde, surnommée un peu méchamment Gros Madame, oui, elle était replète, et la cour de Versailles, n'étant pas avare de moqueries, avait surnommé la malheureuse Gros Madame, qui va épouser donc le prince de Piémont, Charles-Emmanuel de Savoie, qui deviendra roi par la suite, et elle l'épouse en 1775 alors qu'elle n'a que 16 ans. Donc, effectivement, c'est un mariage tout à fait traditionnel. Elle épouse un prince d'une maison souveraine à l'étranger, et puis à un âge relativement tendre. Alors, Marie-Thérèse est née en 1778, ce qui veut dire que quand la Révolution éclate, les événements de 1789, elle a 11 ans, donc la question du mariage ne se pose pas. Il n'a pas eu le temps de se poser avec une grande acuité avant la Révolution. Néanmoins, comme le mariage des princes et des princesses se joue très tôt, il y a eu des rumeurs qui ont circulé dans Paris, entre autres. Par exemple, vers 1785, déjà, le libraire Hardy mentionne un bruit de mariage avec le duc d'Angoulême, donc assez tôt. Un peu plus tard, c'est un mariage avec le duc de Chartres, donc avec un prince de la maison d'Orléans, le futur Louis-Philippe, à l'époque le duc de Chartres, le fils du duc d'Orléans, qui est évoqué par l'entourage du duc d'Orléans, donc sans doute avec l'intention d'essayer de faire valoir quelque chose auprès du roi. Le futur Philippe Égalité n'en était pas à cela près. Mais en réalité, jamais ni Marie-Antoinette ni Louis XVI n'ont envisagé ces solutions pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. A priori, une princesse française ne se marie pas avec un prince du sang, il n'y avait aucune raison pour que ce soit le destin de Madame Royale. En revanche, il y a eu un projet de mariage qui n'a pas abouti, mais il y a bien eu des échanges diplomatiques sur un éventuel mariage de Marie-Thérèse avec un prince de Naples. Puisque donc les rois de Naples étaient de la maison de Bourbon, donc un cousin éloigné de Louis XVI, et puis il avait épousé la sœur de Marie-Antoinette, une des sœurs de Marie-Antoinette, Marie-Caroline, et donc les deux sœurs avaient projeté une double union entre le dauphin, le premier dauphin, Louis-Joseph, et une princesse napolitaine, et entre Marie-Thérèse et le futur roi de Naples. Rien ne s'est concrétisé, puis de toute façon, à partir de 1789, la famille royale avait bien évidemment bien d'autres soucis immédiats. Alors, donc voilà pour cette espèce de préhistoire du mariage de Marie-Thérèse, et la Révolution va changer complètement son statut, au point que cette fois-ci, on va parler de Marie-Thérèse comme reine.
les choses ont été bouleversées, c'est-à-dire qu'il y a eu des projets pour faire de Marie-Thérèse de France une reine de France à part entière, ce qui n'était pas forcément disons ce à quoi elle n'était pas destinée initialement. Alors pourquoi? Parce que, je saute quelques années, à la suite de l'exécution de l'ensemble de la famille royale et de la mort au temple du jeune Louis XVII au mois de juin 1795, Marie-Thérèse devient la seule survivante de la famille royale au temple, et elle est auréolée, nimbée de toute, alors d'une espèce de... alors déjà c'est une célébrité, pour reprendre le terme d'Antoine, tout Paris vient la voir, enfin essaie de l'apercevoir au temple, on écrit des chansons sur elle, des portraits circulent sur elle. Elle a une véritable popularité sur Paris, dans le Paris de 95. Et puis le malheur de sa famille, le fait que son père soit considéré par les royalistes comme un roi martyr, fait que d'une certaine façon, elle tire des malheurs de sa famille et des siens une sorte de légitimité, une légitimité propre, qui fait qu'ayant souffert au cours de la Révolution, elle peut, plus que n'importe qui d'autre, prétendre d'une certaine façon à gouverner la France si celle-ci doit revenir royaliste. C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la loi savique, avec les lois traditionnelles du royaume, et qui tient uniquement aux circonstances et au culte qui entoure la famille royale, à la vénération qui entoure la famille royale morte au temple. Enfin, pas forcément au temple, mais à la suite de son emprisonnement au temple. Et donc c'est dans ce cadre-là que la question de son mariage avec le duc d'Angoulême est de nouveau évoquée sérieusement dans les milieux royalistes en 1795. En 1795, le royalisme se réveille en France. Le royalisme français, à la différence du royalisme qui se développe dans l'immigration, est un royalisme constitutionnel. Et donc ce royalisme ces royalistes se disent que Marie-Thérèse ferait une très bonne reine, mais ils proposent de lui faire épouser le duc d'Angoulême. C'est une solution élégante, d'une certaine façon, en tout cas aux yeux des royalistes, parce que ça permettait de réconcilier le duc d'Angoulême, donc c'est le fils du comte d'Artois. Le comte d'Artois doit hériter de la couronne après le comte de Provence, Louis XVIII. Alors, une fois que Louis XVI est mort, Louis XVIII lui a succédé, en tout cas dans l'immigration. L'héritier de Louis XVIII qui n'a pas d'enfant, c'est le comte d'Artois. Le comte d'Artois a un fils du duc d'Angoulême, et donc, a priori, le duc d'Angoulême, à terme, doit hériter de la couronne. Et Marie-Thérèse, dans ce cas-là, épouserait l'héritier naturel de la couronne, mais pour les royalistes constitutionnels, il faudrait que Louis XVIII abdique en faveur du duc d'Angoulême. Donc la solution était intéressante, mais enfin elle se heurtait tout de même à un obstacle de taille. Oui, de poids, je n'osais pas le dire. Effectivement, Louis XVIII n'étant magnifique, de toute façon pas très enclin à abandonner la couronne de quelque façon que ce soit. Et donc ce qui veut dire quand même que dans un premier temps, le duc d'Angoulême, on le voyait bien en prince consort, finalement, enfin en roi de titre, mais en prince consort de fait, finalement, par son mariage avec sa cousine. Donc c'est comme ça, finalement, que pour la première fois, ce mariage est directement évoqué. Et puis, il y en a, donc le projet continue à circuler dans les milieux royalistes français en 1796, en 1797. Il y en a un qui est très intéressé par cette solution, c'est le comte d'Artois, le père du duc d'Angoulême, qui en plus ne s'entend pas très bien à ce moment-là avec Louis XVIII, et donc qui se dit que Louis XVIII, n'agissant pas, ne faisant rien pour reprendre la couronne, ma foi, une solution pareille serait fort bonne. Et donc, il va faire demander à plusieurs reprises à divers observateurs en France, notamment au publiciste Mallet Dupan, si cette solution du duc d'Angoulême sur le trône, ma foi, continuait à plaire en France. Bon, en gros, le comte d'Artois conspire, je pense qu'on peut le dire comme ça, dans le dos de son frère, en se disant qu'il ferait bien de son fils un roi avec sa nièce en même temps sur le trône. Tout ça n'aboutit pas, les tentatives de restauration échouent toutes les unes après les autres, même si en 1802 encore on en parle, mais rien ne se passe, et Louis XVIII, comme je le disais, n'avait de toute façon pas l'intention de céder sur ce plan-là, même en faveur de membres de sa famille. Alors, quand tous ces projets sont élaborés, en réalité, Marie-Thérèse n'est déjà plus là. Donc, elle n'est déjà plus là puisqu'elle est libérée du temple à la fin de l'année 1795, et là se profile un autre projet de mariage, puisque à la fin de l'année 1795,
Marie-Thérèse est libérée pour aller en Autriche. Le gouvernement du Directoire échange Marie-Thérèse contre des prisonniers français retenus en Autriche. Alors, c'est le Directoire qui a décidé de se débarrasser de la princesse. Le gouvernement autrichien n'en voulait pas, il ne voulait pas vraiment en entendre parler. C'était une bouche de plus à nourrir, il ne voyait pas très bien ce qu'on pouvait en faire. Et donc, Marie-Thérèse se rend tout de même en Autriche. Elle est très bien accueillie par la famille impériale, moins par le gouvernement qui laisse la famille impériale se dépêtrer de cette nouvelle princesse. Et elle est tellement bien accueillie par la famille impériale que très vite, il y a des projets de mariage de Marie-Thérèse avec un archiduc qui est l'archiduc Charles. Donc l'archiduc Charles qui est loin dans la succession autrichienne, mais qui est tout de même membre de la maison impériale. Ce serait une manière d'intégrer cette princesse française qu'on a recueillie à Vienne dans la famille impériale de manière officielle en faisant une archiduchesse. Donc, le projet, c'est de faire de Marie-Thérèse une archiduchesse. Il semble en plus que l'empereur, aussi bien que son gouvernement, se soit dit eh bien, prenons donc cette princesse, elle a des titres, après tout, elle est très populaire en France, on ne sait jamais. À ce moment-là, l'Autriche est jusqu'en 1797, l'Autriche est encore en guerre contre la France. Elle se dit, si on remporte quelque chose, on pourrait très bien la mettre sur le trône avec un archiduc, ou réclamer un morceau de la Lorraine, pour faire revenir à la maison d'Autriche, etc., etc. Voilà. Donc il y avait cette idée-là d'intégrer à la fois la famille impériale, et puis, d'une certaine façon, de la garder un peu sous le coude, si j'ose dire, pour d'éventuelles revendications territoriales. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a ce portrait qui est fait de Marie-Thérèse. En fait, c'est le premier portrait officiel de la princesse. Il n'y en a pas, compte tenu des circonstances. Donc c'est un portrait qui est fait par le peintre de la cour impériale, Heinrich Flieger, qui fait partie, il y a toute une série en fait, il a peint toute la famille impériale, enfin tous les princes et les princesses, et donc elle est peinte au même titre qu'eux. Et alors si vous regardez sur l'iconographie, c'est assez intéressant, parce que donc, vous voyez, donc elle est en deuil, donc deuil de ses parents, qu'on lui a fait porter à son arrivée à Vienne, alors même que finalement la mort de ses parents était lointaine, donc elle était plus en deuil en théorie. Elle a le médaillon avec sa famille décédée autour du cou. Et puis, si vous voyez à l'arrière, le trône, en fait, le trône, c'est un trône avec l'aigle impérial dessus. Et le manteau, c'est un manteau afro-violise, un manteau de sacre, avec lequel, en principe, jamais les filles de France ne sont représentées. Une fille de France n'est jamais représentée avec un manteau fleur de lys, c'est le manteau, symbole de la royauté. Et donc, là, il y a quelque chose quand même qui est un petit peu troublant dans sa représentation. On représente une princesse en deuil, mais c'est quand même une princesse en même temps en majesté, avec une forme de revendication, en fait, d'un héritage. On ne sait pas ce que ça peut être, bien évidemment, mais voilà, il y a quelque chose qui fait d'elle, elle est presque peinte en princesse héritière, en réalité, sur ce portrait. Et donc, là, on voit bien que la maison d'Autriche avait des arrière-pensées en l'accueillant, en voulant éventuellement la marier à l'archiduc Charles. Alors finalement, ce projet de mariage ne se concrétise pas. Alors, peut-être parce que l'archiduc Charles, à ce moment-là, n'avait pas beaucoup, c'était pas un prince très riche. C'est leur tante commune, Marie-Christine, la sœur aînée de Marie-Antoinette, qui était la mère adoptive de Charles, dit bah oui, mais en fait, le problème, c'est moi, ça me plairait, cette alliance me plairait, mais Charles n'a pas beaucoup de fortune, la princesse n'en a pas beaucoup non plus, si ce n'est toutes ces hypothèses qu'on échafaude autour d'un éventuel héritage en France. Donc le mariage n'était sans doute pas très avantageux, et puis surtout, la princesse, dès sa sortie de prison, fait savoir à Louis XVIII qu'elle n'obéira qu'à ses volontés. C'est-à-dire que très vite, à peine la princesse arrive-t-elle en Autriche, qu'elle se range aux ordres de Louis XVIII en lui disant très clairement qu'elle obéira à ce qu'il lui commandera de faire, et notamment en matière d'alliance. Je vous donne le billet qu'elle a écrit au mois de décembre 1995, alors qu'elle venait d'arriver à Vienne et qu'elle a réussi à faire passer à Louis XVIII. « Sire, j'attends avec impatience les ordres que mon roi et mon oncle voudra me faire passer sur ma conduite future. Je désirerais extrêmement d'être dans vos bras et de pouvoir vous dire combien je vous aime et l'attachement que j'ai pour vous, qui ne changera jamais. Je vais à Vienne où je montrerai à l'empereur toute la reconnaissance que je lui dois pour le service qu'il m'a rendu en me donnant ma liberté.
Mais j'assure mon oncle que quelque chose qui m'arrive, jamais je ne disposerai de mon sort sans vous avertir et avoir votre consentement. Et comptez sur votre nièce qui, comme son père, aimera toujours les Français et sa famille.